Les forces armées yéménites s'occupent de l'équipage du navire, conformément aux enseignements de notre religion islamique. Les forces armées yéménites renouvellent leur avertissement à tous les navires affiliés. Elles avertissent l'ennemi israélien ou ceux qui traitent avec lui qu'il deviendra une cible légitime. Alors à l'intérieur, effectivement, 25 membres de l'équipage. La question, c'est de savoir à qui appartient véritablement ce navire. Selon les Houthis, c'est un navire israélien. Alors effectivement, quand on regarde, c'est la propriété de cet homme, Abraham Ungar, qui est un homme de nationalité israélienne, directeur d'une société britannique de transport fluvial de voitures, sauf qu'au moment où le navire a été intercepté par les Houthis, il était exploité par une société japonaise. Donc réponse d'Israël dans un communiqué, le navire n'est absolument pas israélien. À bord, effectivement, 25 membres d'équipage de diverses nationalités, ukrainiennes, bulgares, philippines, mexicaines également, mais aucun Israélien à bord. Toujours est-il que Benyamin Netanyahou a fermement condamné cette attaque qu'il a qualifiée, je cite, d'agression contre le monde libre, ayant des conséquences sur la sécurité des voies maritimes mondiales. Effectivement, la mer Rouge, c'est connu pour être une zone de transit commercial et notamment pour le trafic pétrolier extrêmement important. Les États-Unis ont également qualifié cette attaque de violation flagrante du droit international. Pour rappel, mardi dernier, donc il n'y a même pas une semaine, les Houthis avaient prévenu « Nos yeux sont ouverts à une surveillance constante à la recherche de tout navire israélien » et exhortent maintenant tous les pays dont les citoyens travailleraient dans la mer Rouge à éviter tout travail ou activité impliquant des navires israéliens ou appartenant à des Israéliens. Merci beaucoup, Jade. Mais les Houthis sont combien? C'est une force redoutable ou une petite milice qui donne des petites escarmouches contre Israël? Non, c'est une force mandataire de l'Iran qui joue un rôle majeur au Yémen, donc ce pays au sud de la péninsule du Golfe, qui a été engagé, on l'a sous couvert et on le redécouvre, une guerre contre d'autres forces qui, elles, étaient soutenues par l'Arabie Saoudite et les Émirats sur le territoire yéménite. Une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, qui a plongé le pays au bord de la famine et qui a eu un coût et qui continue d'avoir un coût humanitaire absolument dévastateur. Donc, moi, je me souviens qu'après le 7 octobre, l'une des plus grandes manifestations pro-palestiniennes qui s'est tenue d'ailleurs dans le monde a été tenue à Sanaa, où on avait des images où les rues étaient noires de monde. Et ça, si vous voulez, c'était évidemment la main de l'Iran qui avait derrière et qui donnait ces images avec des trompes de personnes dans les rues. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire là, pardon? Quand ils attaquent un bateau dont ils disent, c'est quoi? Déstabiliser, menacer, calibrer. Les Américains sont très présents, ils ont un destroyer qui croise dans la mer Rouge. Les Houthis récemment ont tiré des drones et des missiles en direction d'Israël qui ont été interceptés par ce destroyer. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la menace. Et la réaction américaine qu'a lue Jade, elle a une suite, c'est qu'ils réfléchissent, je cite, à une réponse appropriée. Parce que là est toute la question fondamentale de cette situation. Qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'on s'en fiche de savoir si le navire il appartient à un Israélien ou pas. C'est un acte de piraterie, si vous voulez, quel que soit le pavillon, l'armateur ou le propriétaire des voitures, de la cargaison ou des membres de l'équipage qui sont à bord. C'est un acte de piraterie en mer Rouge. Pardon, il y a beaucoup de piraterie en fait sur un certain nombre de mers. Là, c'est pas de la piraterie commerciale. Exactement. C'est de la piraterie terroriste politique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les Houthis ne cessent de provoquer et de menacer. Toute, je pense, la question pour l'administration américaine et celles et ceux qui vont lutter contre cela, et jusqu'où peut-on aller pour empêcher qu'il ne recommence sans aller jusqu'à une confrontation régionale élargie? Qu'est-ce qu'on fait, effectivement? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a comme ça un acte délibérément hostile dans un contexte évidemment extraordinairement chaud? Qu'est-ce qu'on fait, général? On peut protéger les navires d'abord. On peut essayer de protéger les navires qui circulent. Ça a déjà été fait, je vous signale, dans une autre crise au moment de l'Iran. Quand l'Iran est devenu islamiste, il y a eu une crise très forte sur le détroit d'Ormuz. Et on craignait justement un contrôle de l'Iran. Et ça a duré assez longtemps, ça. Donc il faut savoir aussi que dans cette mer Rouge dont il est question, il y a quand même à peu près 20% du trafic, 15 à 20% du trafic mondial qui passe à cause... voilà. Donc c'est très important. Sinon, vous êtes obligé de faire le tour de l'Afrique pour arriver au Pacifique. Général. En fait, il me semble que lorsque vous ne pouvez pas
vous en prendre directement à l'adversaire qui a été déclaré comme l'adversaire majeur. Israël. Pour les Houthis. Hein. Pour les Houthis, en tous les cas pour l'Iran. Les Houthis étant, on pourrait rentrer dans un long débat sur la relation exacte entre les Houthis et l'Iran. Ce n'est pas le sujet. En revanche, lorsque vous ne pouvez pas vous en prendre directement, vous vous en prenez par des intérêts intermédiaires et secondaires. Là, en l'occurrence, il me semble que cette opération s'est soldée par un semi-échec. Certes, le navire est intercepté, mais ce n'est pas un navire israélien. Et sur les navires israéliens, vous avez des mesures de protection qui sont extrêmement développées et qui évitent à un navire israélien d'être capturé. Par exemple, vous avez une force armée à bord et une force armée avec des gardes armés et qui interdisent l'accès ou l'approche du navire. Mais vous avez également ce qui a été développé dans cette région du globe pendant très longtemps. Vous pouvez déployer une force sous commandement successif des nations, les Britanniques, les Français, les Indiens, d'autres pays encore, qui déploient des frégates ou qui déploient des bateaux de surveillance qui permettent de prévenir ces actes de piraterie. Donc il y a beaucoup d'opérations qui peuvent être lancées et il ne faut pas exagérer la menace que représentent les Houthis sur Israël. Certes, c'est une menace, mais c'est une menace lointaine et avec des capacités d'action qui sont très limitées. Alors il y a quand même eu des drones et des missiles qui ont été envoyés par les Houthis en direction du territoire israélien. Alors je vous pose la même question, est-ce que Israël se sent menacé par les Houthis? Bon, c'est comme le général a dit, ça joue sur plusieurs niveaux. D'abord, il faut dire, il n'y a presque pas de navires qui flottent avec des drapeaux israéliens. C'est extrêmement rare. Donc, certes, les navires qui sont attaqués, c'est des navires qui ont un certain lien de propriété avec des hommes d'affaires israéliens, comme c'est le cas des Avi Unger. Et après, deuxième point, c'est la ville d'Eilat, la ville qui se trouve au plus sud d'Israël, et au bord de la mer Rouge, qui subit cette menace, même si les missiles qui étaient envoyés de Yémen n'ont pas entré en fait dans l'espace aérien israélien. Ils étaient interceptés avant d'entrer là-bas. Par les Américains. Donc, oui, par les Américains. Et donc, on voit cette menace, bon, peut-être relativement pas très grande, mais il existe. Après, il y a une menace sur un autre niveau, et ça, c'est le niveau diplomatique, politique, parce qu'il ne faut pas oublier les accords d'Abraham et la volonté israélienne et américaine d'élargir ces accords avec justement l'Arabie saoudite. Et là, préserver cet axe, il est essentiel. Et on a parlé ces derniers mois, avant justement le 7 octobre, il y avait cette idée, justement, dans le cadre des accords d'Abraham, de mettre en place toutes sortes de liens de transport ferroviaire et fluvial avec les pays de la région. Et maritime, oui. Si cette région-là n'est pas sûre, ça peut attendre aussi cette possibilité, peut-être pas arriver à une normalisation, parce qu'on ne parle pas de ça, mais quand même aller dans cette direction. Et le fait que Netanyahou nie tout lien entre Israël et ce navire, est-ce que ça veut dire que pour l'instant, il n'est pas question de réagir justement? Pas de... Je pense qu'il y a une certaine prudence de ne pas justement déclencher un autre front. Certes, il y a ce lien avec les Iraniens, mais est-ce que Téhéran vraiment contrôle tous les actes des Houthis? On ne sait pas. Je pense qu'il y a une capitale, si vous me permettez, où, à mon avis, cette opération de piraterie a été regardée avec beaucoup de tension, c'est Riyad. Car Riyad, l'Arabie saoudite est en guerre au Yémen pour abattre, entre guillemets, la rébellion houthi depuis 8 ans, en y parvenant et sans y parvenir, plutôt sans y parvenir qu'en y parvenant. Il me semble que Riyad va sérieusement s'irriter de cette opération. Deux choses. N'oublions pas qu'une des raisons qui a été invoquée au moment de l'attaque du 7 octobre et du rôle qu'a joué le Hamas, c'était justement de casser cet accord d'Abraham, en tout cas la mise en place de cet accord d'Abraham et ce rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. N'oublions pas que l'Arabie saoudite est effectivement contre les Houthis. N'oublions pas que le Qatar soutenait les Houthis. C'est très important dans le jeu, dans le jeu d'échecs auquel on joue. Et donc, le rôle du Qatar aujourd'hui dans la libération des otages est une espèce de revanche formidable de ce petit pays par rapport au grand pays qui est l'Arabie saoudite. Et à mon avis, à Riyad, on ne doit pas être très content de la situation politique. Voilà.